La conférence COVID-19, la recherche contre-attaque. Bienvenue à vous tous et toutes. C'est la première fois que je suis à l'Espace Youp et c'est tellement le fun de vous voir. C'est comme, wow, c'est super, c'est très stimulant. On va passer à peu près 55 minutes, 1 heure ensemble. C'est donc la direction de la recherche, de l'enseignement et de l'innovation du CIUS du Nord de l'île de Montréal, soutenue par la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, dont je suis la fière porte-parole, qui organise cette soirée. Alors, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rencontrer des médecins, des psychologues, des chercheurs en sciences sociales qui luttent tous et toutes pour la même chose, c'est-à-dire, et à leur manière, contre cette pandémie causée par le coronavirus qui transforme complètement nos vies maintenant depuis plusieurs mois, pour encore plusieurs mois. Alors, j'ai hâte de vous présenter, que vous rencontriez ces experts-là qui ont vraiment des choses intéressantes à vous dire. Mais avant de commencer tout ça, j'aimerais donner la parole à Frédéric Abergel, qui est le président-directeur général du CIUS du Nord de l'île de Montréal. Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cet événement qui met de l'avant tout le talent de nos chercheurs et de nos professionnels. Nous vivons dans une période très particulière, en plein cœur d'une pandémie mondiale depuis bientôt 1 an. Le territoire du CIUS du nord de l'île de Montréal n'a pas été épargné. Heureusement, l'équipe du CIUS peut compter sur un grand nombre de chercheurs, en milieu clinique, auprès des organismes communautaires et auprès des populations touchées. Rapidement, nos équipes ont répondu sur le terrain et ont fait preuve d'ingéniosité pour trouver des solutions. Les périodes de crise sont des périodes où la créativité s'exprime pour répondre à des besoins urgents. La pandémie de COVID-19, bien qu'elle nous fait traverser une période très difficile, sera aussi la source de grandes innovations. On a parfois l'impression que la recherche est une activité solitaire qui se fait dans des laboratoires ou des bibliothèques. Mais comme vous allez le découvrir ce soir, nos chercheurs sont loin de ce stéréotype. Ce sont des gens de cœur, ce sont des gens d'action. Et plusieurs d'entre eux se sont rapidement mobilisés pour orienter leurs activités vers la COVID-19 et ainsi nous aider à mieux comprendre cette maladie, mais aussi ses impacts sur la population et les travailleurs de la santé, en utilisant nos forces en recherche. Je remercie la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, notre animatrice de la soirée, Mme Penelope McQuaid, ainsi que les chercheurs, les médecins et les autres professionnels qui rendent possible la tenue de cet événement. Bonne soirée. Alors, merci beaucoup à M. Abergel. Alors, quand la COVID a frappé, ben, on a tous et toutes, à notre façon, dû mettre la main à la pâte. Alors, pour certains, c'était limiter les contacts avec des personnes à risque. C'était comme un peu la seule chose qu'on pouvait faire. Pour d'autres, ben, c'était carrément soigner. Et on en a ce soir avec nous, dont c'était le focus principal. Et il y en a d'autres, c'était aider ceux et celles qui devaient s'isoler. Donc, vous avez tous et toutes eu votre lot de défis. Et dans le nord de la ville de Montréal, ben, la communauté n'a vraiment pas été épargnée. Les acteurs du réseau de la santé, des services sociaux, le communautaire, les chercheurs se sont rapidement dirigés sur le terrain pour agir contre, c'est pas un euphémisme, contre cette menace-là. Alors, on va découvrir ensemble une première initiative, donc initiative conjointe de la recherche et du terrain, les cellules de crise. Lorsque la pandémie a frappé, les différents enjeux majeurs qui ont été remarqués tout de suite sur le terrain, c'est notamment l'isolement, surtout pour les personnes aînées, la sécurité alimentaire pour les personnes qui sont retrouvées en déséquilibre financier dû à la perte d'emploi. Un autre enjeu aussi qu'on a pu remarquer, c'est notamment l'anxiété et toutes les maladies liées à la santé mentale. Sous l'impulsion du CIUS, donc du réseau de la santé, on a élaboré un plan d'action qui a été approuvé par les fondations philanthropiques et on a recensé justement les différentes problématiques, donc les enjeux majeurs. À la vue de la situation, plusieurs actions ont été mises sur pied, notamment le projet de soutien à travers la ligne aînée. Donc, on fait de l'accompagnement pour les personnes âgées, de la livraison alimentaire, évidemment, pour les personnes à mobilité réduite, celles qui sont en attente de résultats de COVID-19. Avec notre plan d'action, on avait déjà énuméré les grandes problématiques, mais pour mettre en place ces actions-là, pour les analyser, on avait justement besoin d'un partenaire externe qui pourrait justement avoir une vue d'ensemble, une vue un peu plus éloignée que nous qui sommes concrètement, qui avons la tête plongée
dans le projet. Donc, c'est à ce moment-là qu'est intervenu le Centre de recherche Interaction. Ce qu'ils nous ont fait, c'est qu'ils nous ont élaboré justement plusieurs outils de travail, notamment un tableau de bord qui, moi, personnellement, dans mon travail, me sert à collecter les données. Ensuite, ils nous ont mis sur place un formulaire, un questionnement dont se sert la brigade de sensibilisation communautaire pour recenser justement les problématiques vécues par les populations lors du porte-à-porte qui est fait sur le terrain. Faire partie de la brigade de sensibilisation communautaire d'Antique Quartier-Ville m'a permis d'être une agente de sensibilisation qui est là pour informer les citoyens par rapport à la COVID-19 et aussi d'être à l'écoute et pouvoir les référer aux ressources disponibles sur le terrain. Quand on se promène, on visite en fait différents blocs ou appartements pour en même temps informer la population des lieux de dépistage dans leur quartier ou leur arrondissement et aussi leur distribuer des masques tout en ayant un contact avec eux, puis briser leur isolement suite à cette pandémie. Grâce à la collecte de données, à travers les outils qui nous ont été élaborés par le Centre de recherche Interaction, on va pouvoir avoir une évaluation du projet sur un plan de vue quantitatif et qualitatif, mais aussi un recensement de tous les enjeux, toutes les problématiques des populations pour pouvoir ensuite apporter des réponses un peu plus ciblées. Dès le début de la pandémie, nos différents secteurs de la recherche ont été tout de suite sollicités par nos partenaires, que ce soit des partenaires communautaires, nos partenaires des municipalités, donc dans le cadre justement des cellules de crise, pour fournir un accompagnement et les aider à réaliser leur plan d'action. Donc le rôle de la recherche est de documenter les actions afin d'identifier les meilleures stratégies, ce qu'on appelle dans notre jargon les bons coups, les meilleures solutions, toujours dans l'objectif, bien sûr, de mieux répondre aux besoins des populations. C'est aussi d'avoir un œil externe. On est des observateurs de ce qui se passe sur notre territoire. Ce que la pandémie nous démontre, c'est, en fin de compte, que l'importance de la collaboration entre la recherche et le terrain, afin qu'ensemble, nous trouvions des solutions très concrètes qui auront des effets directs sur les populations. Intéressant de voir ce premier volet, de voir comment la recherche s'immisce dans des portions de nos vies. Et des fois, on n'a pas idée. Alors, belle première initiative. Alors, on va changer de terrain d'action. On va carrément rentrer dans les hôpitaux maintenant. Parmi les soignants, évidemment, les médecins en soins intensifs ont été en première ligne. Alors, ils ont accueilli ceux et celles qui étaient atteints le plus durement par la COVID. Évidemment, si on passe par les soins intensifs, c'est qu'on est atteint très fortement. Alors aujourd'hui, on a quelques-uns de ces médecins de l'hôpital du Sacré-Cœur qui sont avec nous. On a Dr Francis Bernard, Dr Patrick Bellemare. Bonsoir à vous deux. Alors, vous avez deux chapeaux. Vous êtes médecin, oui, en soins intensifs, mais vous êtes aussi chercheur. Alors, on va s'adresser à vos doubles personnalités ce soir, mais comme il y a des gens du grand public qui sont branchés à l'événement ce soir, et qu'on a tous beaucoup d'admiration pour vous qui avez été en centre hospitalier pour vivre ces premiers moments-là. J'aimerais vous entendre, peut-être commencer par vous, M. Bellemare. Tiens, vos impressions, les images, les souvenirs qui vous restent de cette première vague-là, de quand ça a frappé fort. Un mélange de très bons et de très mauvais souvenirs, parce qu'on est avant tout des humains, nous autres aussi. Là. Ça fait que la panique et la stupeur qui a frappé l'ensemble de la population planétaire a également frappé le corps médical et également ici. Quand la pandémie a touché le Québec, on avait déjà l'avantage d'avoir une idée de ce qui s'était passé outre-mer. Puis malheureusement, les premières images qui nous venaient, c'était celles d'un scénario milanais, italien, où les services de santé avaient été débordés très rapidement. Puis là, on faisait face à un ennemi inconnu, ou peu connu, qu'on arrivait à peine à identifier, en fait, qu'on venait tout juste d'identifier, puis dont les modalités de manifestation étaient encore peu connues. On voyait la vitesse à laquelle l'infection se répandait, puis il a fallu, et à l'intérieur du réseau et à l'intérieur de nos hôpitaux, s'organiser rapidement pour réfléchir à comment on allait faire face à cet ennemi-là. En s'inspirant de pandémies passées, hein, bien que ce soit tout à fait inédit pour nous autres, on a déjà vécu des pandémies dans le passé, puis en s'inspirant de ce qu'on connaissait des virus qui sont les cousins du coronavirus. Puis très rapidement, il y a des comités
hospitaliers, mais des comités à l'échelle ministérielle qui se sont réunis pour réfléchir à toutes les façons de faire, à l'environnement de soins, à l'équipement qui était nécessaire pour faire face. Bien, c'est ça. Parce que là, cette chose nous arrive. On sait que c'est pour arriver un jour. C'est arrivé dans le passé. Ça fait des années qu'on dit que ça s'en vient. C'est une chose de le savoir. C'est une autre chose d'être les deux pieds dedans. Avec des ressources, et là, je vais me tourner vers vous, Dr Bernard, avec des ressources, des contraintes, on va utiliser cet euphémisme, des contraintes de ressources, et aussi des installations qui sont vétustes aussi. Là. Donc, comment on fait face à ça dans ces circonstances-là? C'était extrêmement difficile, mais en même temps, il a fallu se mobiliser rapidement. Je me rappelle, la première fois que je suis rentré à l'hôpital, où est-ce que là, je savais que je m'en allais m'occuper de ces patients-là, il y a un stress qui m'a envahi, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas eu. Mais toute cette organisation-là, penser à des pièces qui n'étaient pas prévues pour recevoir des gens comme ça qu'il fallait ventiler autrement. On l'a vu, d'ailleurs, on l'a vu, votre visite, oui. Quand vous travaillez à Sacré-Cœur, là, tout le monde a vu ça, ce reportage. Vous aviez une caméra, une GoPro, puis on vous voyait, là, tout d'un coup, on voyait nos hôpitaux comme on les avait jamais vus. Donc ça fait... Il fallait réinventer, quoi, la façon, l'endroit de travail, carrément? Carrément. Et c'est là que Dr Bellemare a été instrumental dans la chose. Il a participé à des comités, il a fallu se organiser avec les gens de l'hôpital, l'ingénierie, pour refaire les structures, créer des nouveaux locaux. Et là, on parlait d'utilisation de tentes, on parlait de médicaments qui avaient été utilisés naguère, jadis. En fait, l'état d'esprit dans lequel on était, c'en était un où on pressentait qu'on serait débordé, puis où les chaînes d'approvisionnement mondiales de toutes les fournitures médicales seraient sollicitées en même temps. C'est qu'effectivement, il fallait réfléchir et aux façons modernes de faire et également à utiliser des vieilles stratégies, des vieilles molécules au cas où on tomberait en rupture de stock. Et donc, parfois, c'est ça qui arrive. L'innovation va passer par l'usage avec une philosophie différente de vieilles recettes, de vieux médicaments. Ça fait qu'on a dû faire ça et le faire très rapidement. En termes d'infrastructure, on était le milieu le moins adapté pour faire face à la première vague pandémique au Québec, je pense, ou un des milieux les moins adaptés. Puis on est très rapidement devenu celui qui faisait le plus efficacement le travail. Le résultat n'est pas très esthétique, mais très fonctionnel. Puis tout y est passé. L'infrastructure architecturale, la ventilation, mais également les procédés les plus simples au chevet. Il y a des choses très simples cliniquement qu'on devrait être capable de faire facilement, qui sont beaucoup plus difficiles à réaliser quand on porte un équipement de protection individuelle. Puis il faut garder ça, il faut garder un élément d'humanité là-dedans alors que tout le monde est terrorisé. C'est que ça représentait plusieurs défis concomitants pour les équipes. Surtout que vous le saviez à ce moment-là, vous étiez au début de quelque chose, là, parce qu'il faut y aller, les moteurs ouverts au maximum, parce qu'il y a l'urgence qui arrive, mais en même temps, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas comment ça va dégénérer. Donc, on va surtout se concentrer sur la première vague. Là. Alors, à quel moment, je l'ai dit, double personnalité, à quel moment, Dr Bernard, le chercheur, est rapidement... Là, Ça s'est fait très rapidement parce que tout de suite, quand j'ai pris en charge mes premiers patients, je me suis rendu compte que les microbiologistes avaient décidé d'appliquer des protocoles de thérapie non prouvés. Puis c'était ça parce qu'on s'est dit, il faut réagir, il faut faire quelque chose, il faut les aider. Fait qu'on s'est mis à prescrire des molécules, mais rapidement, en tant que chercheur, on se dit, où est l'évidence? Puis quels peuvent être les dangers? Fait qu'au cours de la Qu'est-ce que ça veut dire, on s'est mis à prescrire des molécules? On a essayé des médicaments. Donner de l'hydroxychloroquine, on l'a entendu beaucoup dans les médias, ce médicament-là, qui initialement, on pensait, avait peut-être un impact. Puis finalement, rapidement, en surveillant ça de près, dans la première semaine, on se rend compte, oups, ça affecte le cœur peut-être. On va arrêter d'en donner, puis on va essayer de faire des études avec ça pour démontrer l'efficacité, puis on va suivre de très près pour être sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Fait qu'on a arrêté rapidement chez nous d'utiliser ce médicament-là. Oui. Alors qu'ailleurs, on a continué. Ça s'est continué. Il y a eu des études, puis récemment, on a su que c'est un médicament qui était néfaste, finalement. Fait que c'est comme ça que le chapeau de chercheur embarque vite. Essayer
de penser à la preuve scientifique puis Wow. au danger potentiel. Oui, allez-y. Non, je me Puis permettrais de ajouter, oui. commenter. On cherche rapidement des solutions, puis il y a une pression politique puis une pression humaine importante pour qu'on ait le bon remède tout de suite quand on fait face à une pandémie comme celle-là. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup de juridictions dans le monde où la pression était immense, entre autres pour ce médicament-là prévu pour la malaria, l'hydroxychloroquine. Il y a d'autres exemples, hein, la colchicine, il y a des antiviraux utilisés à d'autres sources auxquelles on réfléchissait dans la gestion des patients COVID. C'est qu'il y a une série de soins de base qu'on appelle des soins de support qui permettent à quelqu'un de passer à travers une infection indépendamment du fait qu'il y a un traitement spécifiquement contre le virus. Puis il y a certains traitements qui avaient la prétention d'avoir un effet antiviral. Puis ces traitements-là ont été l'objet d'études. Très rapidement, les gens chez nous, les gens très dégourdis en recherche, comme Dr Bernard, comme mon collègue Dr Cavallas, qui est censé être avec nous ont impliqués avec des groupes d'un peu partout dans le monde pour qu'on fasse la démonstration que ces molécules-là étaient efficaces ou qu'elles ne l'étaient pas, puis qu'on concentre très rapidement nos protocoles de soins sur ce qui fonctionne réellement. Puis ça, c'est ce qu'on fait tous les jours dans l'environnement des soins critiques. Il y a une intégration naturelle entre l'innovation puis les soins aux patients. Là, je sors un peu de ce qui était prévu parce que là, vous venez de m'allumer sur quelque chose. Alors, vous réalisez ça rapidement. D'autres chercheurs sont pas, ou médecins, ou pays, ou hôpitaux, sont pas à la même place. Comment ça se communique là, pendant la première vague? Les recherches, les essais-erreurs, Ça prend de la volonté parce qu'on est débordé en termes de travail physique, puis on l'a vu avec les médecins milanais. Il faut mettre du temps de plus pour rassembler toutes ces données-là, l'écrire puis le communiquer. Fait qu'il y a eu beaucoup, on le sait, Zoom, tous ces autres médias de communication qui ont pris leur envol. On utilisait ça et on a décidé de décrire notre population aussi qu'on a eu à Sacré-Cœur. C'est un travail de moine à collecter toutes les données. On les met ensemble puis on dit ce nouvel ennemi invisible qu'on ne connaît pas, qu'on apparente à la grippe ou qu'on apparente au H1N1 qu'on a vécu, est-il pareil ou il n'est pas pareil? Il faut connaître notre ennemi en premier lieu, si on peut dire comme ça. Fait qu'on ramasse les données, puis on essaie d'avoir le portrait. Je me permettrais de commenter ça aussi. Bien sûr. La communauté médicale est naturellement réseautée au Québec, fait qu'au plan strictement administratif, les hôpitaux, les individus qui gèrent les unités de soins intensifs québécois, c'est des individus qui se connaissent tous. Ils ont été réunis au Québec au sein d'une tribune pour réfléchir aux procédures et protocoles existants. Puis dans la communauté de la recherche, il y a une communion scientifique naturelle. Chaque fois qu'arrive une crise sanitaire, les gens de recherche, c'est vraiment un petit monde. C'est que tout le monde a un réseau. Puis, en fait, au même type que les réseaux sociaux peuvent répandre une nouvelle très vite, bien, dans la communauté médicale, dans la communauté de la recherche, les gens vont très rapidement se rendre compte, par leur réseau naturel, puis par certains réseaux plus structurés, qu'il y a des questions qu'on se pose, puis très rapidement, on va focusser sur une question plutôt qu'une autre. Puis là, il y a des gens qui vont structurer un protocole pour réfléchir à comment on va répondre à la question qu'on s'est posée en clinique. On fait ça naturellement toujours. Mais là, c'est comme à vitesse grand V. Exact. Et c'est réfléchir à quelque chose qui nous arrive qu'on ne comprend pas. C'est plus facile de réfléchir à quelque chose qu'on comprend et qu'on sait comment cette chose-là va agir et réagir. Mais là, face au coronavirus, vous ne saviez pas vraiment ce à quoi. Donc, il faut soigner, réfléchir et chercher en même temps. Comment tout ça se fait? Ça se fait tout le temps en même temps. Les heures travaillées sont longues et c'est ça. Mais on fonctionne en équipe. C'est dommage que le Dr Cavallas ne soit pas avec nous en ce moment. Avec nous, mais il y a un problème de connexion, clairement. Il a été très, très impliqué dans mais tout ça. parlez-nous de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? On a fini par publier notre expérience de nos 70 premiers cas de COVID aux soins intensifs. Il a tout colligé ça. Il a bien décrit la population, puis on s'est rendu compte qu'il y a certains phénomènes, comme plusieurs autres groupes dans le monde d'ailleurs, qui sont spécifiques à la COVID et qu'on doit adresser différemment que la grippe ordinaire. Et donc, on part de là maintenant, puis on peut développer d'autres questions de recherche, d'autres protocoles
Puis là, on a eu plus de temps de se préparer pour la deuxième vague parce qu'une fois que la première vague a diminué, on s'est dit, bon, ben, la deuxième s'en vient, on va se préparer d'avance. Puis, Dr. Bellemare? Bien, je vous disais tout à l'heure, on s'inspire des pandémies passées. Il y a des comparatifs qui se font entre cette pandémie-là puis d'autres virus qui auront affligé l'humanité, là. Très souvent, ce qu'on va faire pour connaître une infection puis savoir comment s'en défendre, on va décrire le mieux possible la clientèle. C'est ce que Dr. Cavaillard, c'est un expert de ça. C'est un expert également de certaines formes de support très avancées. Puis dans une équipe comme la nôtre, il y a une brochette d'individus avec des expertises variées. C'est que souvent, le travail, il y a un travail d'arrimage avec le reste de la communauté québécoise pour les choses, les considérations beaucoup plus pratiques. C'était un aspect du travail qu'une portion de l'équipe faisait chez nous. Puis il y a des gens qui s'arriment avec ce qui est déjà publié, qui participent à ce qu'on appelle les veilles scientifiques, ou tout ce qui est déjà rapporté sur le virus. Puis quelqu'un comme Dr. Bernard ou Dr. Cavaillard, c'est des gens qui sont très près de la littérature scientifique, qui vont dessiner des protocoles de suivi, de prise en charge pour des thérapies novatrices, mais qui vont aussi dessiner des modèles de description de clientèle. Puis la première affaire qu'il fallait faire avec la clientèle COVID, c'est connaître les caractéristiques de cette clientèle-là pour être capable d'adapter les gestes de base. Il y a les thérapies, les médicaments, les vaccins, mais il y a les gestes très courants qu'on pose pour cette clientèle-là qui peuvent être appropriés pour une infection grave causée par un virus comme celui de la grippe. Des fois, ça rend très, très, très malade, ça aussi. Puis il y a certaines circonstances où ce qu'on ferait pour une grippe rendue très malade, qui est ventilée mécaniquement, ce n'est pas approprié pour un cas COVID. Bien ça, pour s'en rendre compte, il faut décrire comme il faut les deux populations puis les comparer. Puis ça, c'est le domaine d'expertise de nos chercheurs. Arriver à faire ça. Maintenant, il y a ce qu'on fait actuellement, on fait une analyse que je me permettrais d'appeler macroscopique de nos clientèles. On regarde quel groupe d'âge est plus malade, quel groupe d'âge avec quelles caractéristiques de base, puis on se sert de notre imagination pour chercher ces caractéristiques-là. Mais un des domaines de recherche qui est en pleine explosion actuellement, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, où on peut prendre toute une série de données auxquelles on aurait réfléchi, puis si on prend toutes les autres données qui sont rendues disponibles, parce qu'il y a énormément de connaissances qu'on peut acquérir sur un patient, puis toute une série de variables qu'on peut mesurer aujourd'hui sans connaître nécessairement la signification de ces variables-là, puis en les soumettant à et de l'intelligence humaine et des logiciels qui font une série d'analyses, on est capable de, des fois, dégager un pattern auquel on n'aurait pas imaginé. Puis ça permet, en 2020, de faire des associations qui nous auraient pris des années à faire. En fait, tu me corrigeras. Francis est plus proche de cette littérature-là que moi. Là, mais... Comme, concrètement, pour qu'on puisse imager, pour ceux qui sont très loin de votre domaine, et de pouvoir même s'imaginer, ça ressemble à quoi quand l'intelligence artificielle s'en mêle? Là, concrètement, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à prendre... L'hôpital est plein de données. Les infirmières en ramassent, les moniteurs de cheveux en ramassent, les radiographies, les résultats de laboratoire. De tout mettre ça ensemble, puis là, de dire à la machine, ben moi, je pense que le problème est comme ça. Puis là, la machine sort de son chapeau. Si vous regardez, là, tous vos patients en ce moment, là, ils ont ces trois affaires-là, là, ces trois laboratoires-là qui ne sont pas normaux. Ah, OK, ça, j'y avais pas pensé. Tu les regardes de près, puis on se rend compte que la COVID donne beaucoup, beaucoup de thrombose. Et qu'il faut traiter ça complètement différent de ce qu'on faisait avant, puis on va donner de l'héparine, un médicament qui est connu, ou ce qui a été le décadron, une vieille molécule qui est simple, qui n'est pas de la nouvelle recherche. Là. Mais c'est un regard que le cerveau humain n'est pas capable de porter sur une masse de données que le cerveau humain n'est pas capable de tout capter. Mais il faut qu'on l'aiguille. Ça ne peut pas se faire tout seul. Si on résumait en recherche ce que vous avez appris de la première vague, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'il faut faire attention dans le milieu de travail pour ne pas se le transmettre entre nous. Ça serait un des gros... Que vous avez appris de la première... De la première vague. On se doutait qu'il fallait qu'on fasse attention, mais on est parti avec un modèle qu'on pensait être
un bon modèle pour se protéger. Puis on s'est rendu compte que, oups, non, il a fallu le changer. Puis on ne fait pas du tout pareil dans la deuxième vague. Puis nos chiffres de transmission ne sont pas du tout les mêmes. OK. Donnez-nous un exemple de ce que vous ne faites plus dans la deuxième vague, qui augmentait ou qui était un risque de transmission dans la première. En fait, je vous dirais plutôt quelque chose qu'on faisait très précocement, croyant que ça transmettait l'infection alors que ça ne la transmettait pas. Très tôt en pandémie, on avait l'impression que les gens pouvaient essaimer le virus facilement. Puis une des choses qu'on faisait chez les gens qui étaient appelés à se détériorer, c'est d'être extrêmement agressif pour les instrumenter, les mettre sous respirateur, les mettre aux soins intensifs. Puis il y a toute une série de thérapies qu'on a mis à l'index en se disant ces thérapies-là sont dangereuses, elles vont produire des aérosols de COVID, puis les gens vont se contaminer. Les deux choses qu'on a remarquées, c'est qu'en utilisant de façon très ponctuelle ces thérapies-là, il n'y a pas vraiment eu de problème. On a été capable de raffiner les indications d'instrumenter quelqu'un, de le mettre sous respirateur, de faire des choses beaucoup plus invasives, avec tout de même des gens qui réussissent à passer à travers l'infection sans trop de problèmes. Puis on a réussi à constater que les modalités de protection individuelle qu'on pensait essentielles au chevet pouvaient être ajustées à des modalités un peu plus simples, un peu plus ergonomiques pour travailler. Puis que le vrai ennemi, c'était de ne pas prendre des précautions dans certains environnements où on était certain qu'on n'attraperait pas l'infection. Si vous venez à l'hôpital aujourd'hui pour vous faire soigner pour n'importe quoi, les chances de vous faire transmettre la COVID par un travailleur de la santé sont extrêmement faibles parce qu'il y a une série de précautions de base qu'on va prendre au moment où on soigne des patients. Ça fait du bien entendre. On n'entend pas beaucoup ça dans les médias. Laissez-moi vous dire que je vais répéter l'information. Parce que c'est rassurant. Le corollaire de ça, ce que vous entendez aujourd'hui, c'est un pourcentage des patients malades qui sont des travailleurs de la santé. Une partie de ce qu'on a appris, c'est que se protéger adéquatement comme travailleur de la santé, ça impliquait également qu'entre nous, on prenne pour acquis qu'on était des vecteurs potentiels. Puis c'est inacceptable. Moi puis le docteur Bernard, on travaille ensemble tous les jours, mais on ne se prête pas notre cellulaire pour comparer nos photos. On se rappelle qu'on pourrait se transmettre une infection comme ça. Il y a des choses très de base qu'on a appris à faire qui nous permettent de faire en sorte qu'on peut garantir des soins de qualité sans infecter les gens qu'on soigne. Avant de passer à un témoignage qu'on va écouter, qui est très éloquent, une autre chose que vous avez apprise de la première vague, importante pour vous? Qu'il faut travailler en équipe. Que les médecins, infirmières, préposés, tout le monde, les gens de l'administration doivent se solidariser puis travailler en silo. Et ça, c'est à l'image de la société aussi, parce que si j'élargis aux gens qui nous écoutent... C'est tout le temps comme ça, je pense. Ça fait toute la différence. Oui, absolument. Il faudrait qu'on travaille tous et toutes ensemble. Oui. Un peu comme on travaille dans un hôpital pour pouvoir arriver à éradiquer puis à aplatir la courbe et à éventuellement voir une lumière au bout de ce tunnel-là. Donc, on entend encore, malgré tout ce qu'on sait, malgré le nombre de morts, malgré partout sur la planète, c'est une grosse grippe. C'est comme une grosse grippe. Monsieur Bellemare? Bien, une grosse grippe, ça peut rendre particulièrement malade. La pandémie COVID, ce n'est pas la grippe. La grippe n'est pas la COVID. La COVID est une infection qui se répand beaucoup plus facilement que la grippe, est beaucoup plus contagieuse, peut toucher plus de gens à la fois. Les formes les plus graves de la COVID surviennent de façon simultanée. Puis un des plus gros problèmes qu'on a actuellement, c'est pas tant... On s'est fait une courbe d'apprentissage depuis le printemps, puis actuellement, le patient COVID qui arrive dans un environnement de soins critiques va être pris en charge, puis il y a beaucoup de choses très efficaces qui vont être faites pour l'aider à passer à travers. Puis nos cas les plus sévères, du point de vue strictement des gestes qu'on a à poser, ne sont pas très compliqués à gérer. On a vraiment appris comment faire, puis c'est un des gros gains de la première vague. La forme la plus grave de la grippe, la plus sévère, peut, à bien des égards, être égale ou pire en intensité. Une grippe, ça peut tuer également. C'est très rare. En fait, par contre, les cas très graves de grippe, il y en a beaucoup moins proportionnellement à nombre égal de cas qu'il y a de cas de COVID. C'est d'ailleurs ce que la grippe, on en a quoi aux soins intensifs, là?
une dizaine de cas dans la saison de la grippe. Entre mars et juin, on a eu 70 cas de COVID aux soins intensifs. Ça donne une idée de grandeur. Et il n'y a pas de saison de COVID en ce moment, de ce qu'on sait, comme il y a une saison de grippe. Il y a une pandémie puis il y a une chaîne de transmission qui est difficile à briser. La chose rassurante, entre guillemets, c'est que si les gens appliquent adéquatement les précautions d'usage pour éviter d'attraper la COVID, il y a fort à parier qu'on va réduire la chaîne de transmission de la grippe qui a des éléments communs de transmission. Absolument. Oui, tout à fait. À chaque fois qu'on prend, il y a quelqu'un qui a un symptôme de rhume, mais on sait que c'est pas la COVID parce qu'on se fait tester, mais j'ai pris ça. Il y a des contaminations qui se poursuivent et donc ça c'est un indicateur qu'on s'est peut-être pas protégé assez ou qu'on n'a pas fait assez attention. Et pour la grippe, on peut se protéger tout de suite et on devrait le faire. Oui, tout à fait, absolument. Alors en 2 mots, M. Bellemare, le cas de Richer-Mang qu'on va entendre, son témoignage. C'est un jeune homme dans la vingtaine qu'on a reçu en transfert d'un hôpital régional. Sa date exacte d'arrivée m'échappe actuellement, il va probablement nous le dire, mais il avait déjà séjourné plusieurs jours aux soins intensifs, sans aucun autre problème de santé préalable. Et au moment où il nous était transféré, il avait développé une forme très grave d'infection pulmonaire à COVID, au point où le motif du transfert, c'était qu'on le mette sur la machine cœur-poumon, ce qu'on appelle l'ECMO. Au moment où il est arrivé chez nous, il y a une série de gestes qui ont été posés, qui sont des gestes, des variantes, des choses qu'on applique en ventilation mécanique. Fait qu'on prend la ventilation mécanique de base, on y ajoute quelques raffinements, puis on arrive parfois à éviter de mettre les gens sur la machine cœur-poumon. Okay. C'est ce qui est arrivé avec lui, mais ça a été un très long séjour. C'est un exemple parfait du genre de patient qu'on a gardé endormi pendant des semaines, avec peut-être, en fait, il va parler de ses cauchemars. C'est peut-être en lien avec le type de médicament dont on a dû réanimer l'utilisation pendant la pandémie. D'accord. Alors, on va écouter, vous restez avec nous, on va écouter ça ensemble, le témoignage de Richer-Mang. Du jour au lendemain, c'est comme si ça m'a frappé de nulle part. Puis, qu'est-ce qui m'a le plus marqué en tant que tel, c'est vraiment l'hospitalisation puis les cauchemars qui est venu avec pendant que j'étais dans le coma pendant 1 mois et demi à peu près. C'est vraiment des trucs que j'ai jamais vécu. Personne ne l'a vécu en tant que tel jusqu'à temps qu'on le vit, si on peut dire. Puis, les cauchemars, c'est qu'est-ce qui a été le plus marquant, excuse-moi, c'est que c'est des trucs que jamais j'aurais pensé. Puis, jamais j'aurais même pas vu un film d'horreur. Puis, c'était vraiment... c'était atroce. Pour les gens qui pensent que c'est juste une petite grippe puis c'est rien de sérieux, faudrait pas attendre que ce soit nous ou un de nos proches qui l'attrape. C'est un virus qui se comporte différemment, on sait pas exactement. Il y a des gens qui sont asymptomatiques comme il y a des gens qui peuvent en mourir. Alors il faut juste faire attention. C'est aussi simple que ça. Alors, des témoignages comme ça, on finit tous par en entendre un ou un autre de près ou de loin. Alors, il faut y porter attention parce que ça pourrait clairement être nous dans n'importe quelle de ces positions-là. Alors, merci beaucoup, Dr Bellemare, Dr Bernard. Merci beaucoup non seulement d'avoir pris le temps d'être ici pour nous parler de la recherche, de ce que ça fait de votre travail, mais aussi pour le travail acharné que vous faites pour nous et pour la population québécoise. Merci beaucoup. Alors, on va quitter momentanément le plateau de la santé physique et on va parler de santé mentale parce qu'effectivement, c'est une des grandes craintes qu'on a présentement. C'est ce que la prochaine pandémie en sera une de santé mentale. Mais avant de voir les effets sur la santé mentale, éventuellement, il y en a véritablement en ce moment. Il y en a qui souffrent du confinement. Il y en a pour qui les mesures sanitaires sont extrêmement anxiogènes, causent beaucoup d'anxiété. Alors, on va regarder ensemble une vidéo qui présente une autre innovation documentée par nos chercheurs pour soutenir les personnes dans la communauté.
Prise 2, qui est une ressource alternative en santé mentale, a pour mission de soutenir la personne dans sa démarche vers le mieux-être et aussi dans l'exercice d'une pleine citoyenneté. Chez les personnes plus vulnérables, le contexte de la pandémie est venu exacerber leur fragilité. Donc, ça s'est traduit par plus d'anxiété ou encore c'est venu réveiller des traumatismes ou des blessures. Dès le début de la pandémie, nous avons mis tout en place pour rester en lien avec nos membres, mais aussi pour continuer à offrir nos services thérapeutiques. On est venu convertir notre programmation d'activités en une programmation en ligne. On a tenu compte aussi de ceux qui n'avaient pas accès à la technologie, mais seulement par téléphone. On est venu, en plus, pour une première fois, l'offrir à l'ensemble de la communauté. Quand la santé publique nous l'a permis, on est venu réorganiser l'ensemble du centre pour notamment offrir des activités hybrides pour les groupes d'entraide, ce qui permet, entre autres, aux gens qui souhaitaient rester à la maison de pouvoir se joindre et de se retrouver à leur groupe dans leur groupe d'appartenance par le virtuel, mais aussi de permettre aux gens qui avaient un besoin d'être en présence d'être ici au centre. Faire partie de l'équipe de recherche Erasme et plus spécifiquement d'avoir accès et le soutien de Mme Rodriguez dès le début du projet nous a permis d'enclencher ce virage technologique en moins de 3 semaines. Nos équipes de recherche, dont l'équipe de recherche Erasme, réalisent 2 types de recherche. Premièrement, une recherche en profondeur, des recherches qui analysent et qui documentent les grandes transformations sociales. Un autre type de recherche, c'est ce qu'on appelle la recherche transformationnelle. Elle accompagne l'action. En général, il s'agit de projets en partenariat avec des organisations publiques et communautaires, des arrondissements, toutes sortes d'acteurs qui sont impliqués justement dans l'action. Avec ce type de recherche, qui est aussi de la recherche participative, on tient compte de la perspective des personnes concernées par les différentes difficultés. Ce type de recherche nous permet de développer et approfondir les bonnes pratiques. La collaboration avec Mme Rodriguez nous a permis d'identifier, de préciser, je dirais, et de prioriser les éléments essentiels dans un projet comme celui-là, comme par exemple la création et le maintien d'un espace sécuritaire dans une approche sensible au trauma. La recherche va nous aider à identifier comment rejoindre les jeunes, mais aussi développer des pratiques plus inclusives et ajustées à leur réalité. Et je dirais aussi le soutien pour nous mettre en lien avec des partenaires et tout probablement, nous allons mettre en place un espace et une programmation spécifique aux jeunes. La recherche en temps réel nous a beaucoup appris sur les effets de la pandémie sur les personnes et la communauté. Et là, nous avons toute une réflexion à continuer à développer sur quelles sont les pratiques qui doivent perdurer, qui sont intéressantes pour la suite, non pas seulement pour répondre aux effets à long terme de la pandémie, mais aussi pour aller rejoindre de nouvelles populations qui ont véritablement besoin de services en santé mentale, et notamment les jeunes. Encore une fois, une très belle application de la recherche de façon très, très concrète. Effectivement, pour les jeunes, c'est une partie de la population qui mérite vraiment qu'on se consacre à les aider à trouver des solutions pour eux et pour elles. Alors, on a tous été bouleversés dans notre quotidien. Là, on a tous vécu différentes formes d'anxiété ou d'angoisse ou de stress, en tout cas pour toutes sortes de raisons. Alors, ce soir, on va accueillir une équipe qui a cherché vraiment à en savoir plus sur comment a été vécu ce quotidien partout dans le monde. Alors, premièrement, on a la Docteur Kim Lavoie, bonsoir. Vous êtes psychologue, chercheur au CIUS du Nord de l'île de Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada en médecine comportementale à l'UQAM. Vous êtes avec votre étudiant, donc Vincent Gosselin-Boucher, étudiant au doctorat en psychologie à l'UQAM, au Centre de médecine comportementale de Montréal, donc du CIUS du Nord de l'île de Montréal. Alors, je commence avec vous, Docteur Lavoie, mais Vincent a plongé à tout moment, bien entendu. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce grand sondage? D'où l'idée vous est venue?
Bien, merci beaucoup. C'est une excellente question et je pense que c'est une belle histoire. En fait, l'idée m'est venue lors de la semaine de relâche l'année passée, que j'ai passée avec ma famille à New York. Alors, vous vous en souvenez très bien que c'était juste avant, notre semaine de relâche, juste avant le pic de la pandémie, de la première vague à New York. Et je travaille aussi avec mon mari, aussi un chercheur au CIUSNIM. Et j'ai tourné vers lui et j'ai dit, écoute, tout ce qu'on a pendant qu'on attend le développement des vaccins ou des traitements, c'est que nos comportements. C'est pour réduire la propagation de la maladie, c'est que les comportements. Et nous, on travaille dans la médecine comportementale, c'est l'application des stratégies de changement comportemental pour prévenir la maladie. Et j'ai tourné vers lui, j'ai dit, écoute, il faut qu'on fasse de quoi? Parce que je pense que le vaccin, ça va prendre du temps, les traitements, ça va prendre du temps. Et en attendant, on a besoin de trouver une façon de motiver les gens à respecter les consignes sanitaires. OK, donc c'était ça, le but, c'était vraiment ça. Comment vivre avec les consignes sanitaires et comment s'adapter à cette nouvelle vie. Et parce qu'on s'entend que qu'est-ce qu'ils nous demandent de faire, ça implique énormément de sacrifices, pas de façon court terme, mais à long terme. Alors, comment est-ce que les gens vont se comporter avec ça? À quel point ils vont écouter? À quel point ils vont observer à ces consignes sanitaires? Alors, on va les savoir comment motiver les gens, non seulement à court terme, mais à long terme, à observer à ces consignes. Alors, M. Gosselin-Boucher, qu'est-ce que vous avez, parmi les choses que vous avez apprises, là, qu'est-ce que ça nous dit sur les perceptions, les comportements des Québécois et des Québécoises? Ce qu'on a pu observer, en fait, c'est que les Québécois, comparativement au reste du Canada et des autres provinces, vivaient plus d'anxiété, étaient plus stressés, mais aussi se sentaient plus isolés. Et il y avait ce côté aussi qui vivait plus de frustration comparativement aux Canadiens et aux autres provinces. Et on voyait aussi qu'il y avait une différence avec les jeunes et les femmes. Donc, eux, ils se sentaient beaucoup plus déprimés, anxieux face à cette pandémie-là. Et c'était, les mesures sanitaires, qu'est-ce que vous avez été capable de dégager et de comprendre de notre rapport avec ces mesures sanitaires-là? Oui, c'est une bonne question. Et je pense que l'étude iCare qu'on a partie, c'était vraiment multidimensionnel. Alors, on a voulu comprendre c'est quoi la perception des gens des mesures sanitaires et ce qu'ils croient qu'ils sont importants, parce qu'on sait que c'est un déterminant important de l'adhésion. Et on voulait savoir ce qu'ils trouvent qu'ils sont trop sévères. On voulait savoir aussi qu'est-ce qui leur préoccupe face à la pandémie et c'est quoi leur comportement sur le terrain. À quel point est-ce qu'ils observent ces consignes sanitaires-là. Alors, on a pu voir que les Canadiens, dans l'ensemble, percevaient, on va dire 90 % percevaient les consignes sanitaires comme étant importants pour réduire la propagation de la maladie, comparativement à 70 % des Québécois. Alors, c'est une différence intéressante qu'on a pu observer et c'est sûr qu'on a vu ça surtout dernièrement, on dirait depuis l'été. La perception de l'importance de ces consignes sanitaires était plus élevée lors de la première vague comparativement à la deuxième. Et comment on peut expliquer? Bien, je pense que c'est plusieurs choses. Je pense que, premièrement, lors de la première vague, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et on sait que tout le monde se préoccupait beaucoup avec toutes les certitudes en lien avec la maladie. Et là, pendant l'été, on a vu les cas descendre. Alors, je pense que ça a beaucoup rassuré des gens. Alors, ils se sont dit, bien, peut-être c'est pas si grave que ça, comme vous avez mentionné avec les médecins. Est-ce que c'est juste un grand grippe ou quoi? Mais effectivement, je pense que c'est en partie en lien avec ça. Est-ce que vous continuez ce sondage-là? Parce que ce serait intéressant d'éventuellement voir les résultats dans ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en ce moment, les cas remontent. Oui. On pensait aplatir, ça n'aplatit pas. Les gens continuent d'être malades. Ce serait intéressant de voir dans quelques mois qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-ci. Oui, en fait, l'étude, ça continue encore. On a la chance d'avoir obtenu 70 000 répondants à travers du monde depuis le fin de mars. C'est vraiment une étude internationale impliquant plus que 150 chercheurs internationaux qui nous aident à faire circuler le sondage à peu près une fois par mois. Alors, c'est un sondage qui circule en continu avec des légères mises à jour en fonction de l'évolution de la pandémie. Alors, c'est des résultats qui sortent à peu près à tous les semaines. Ah, c'était tellement intéressant, mais que ça nous en dit. Donc, qu'est-ce que, justement, Vincent, ça peut nous dire sur... Parce que, bon,
beaucoup de choses, on vit beaucoup de choses. Du stress financier, une anxiété due à l'isolement, une anxiété, une peur de l'attraper. Alors, quelles sont les préoccupations là, de vos premiers résultats là, pendant la première vague là, des Québécois et des Québécoises? Ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y avait 3 types en fait, de préoccupations. Il y en avait qui étaient au niveau de la santé, que ce soit pour soi, pour les autres, pour nos proches. Il y a aussi les préoccupations au niveau financier, donc que ce soit la perte d'emploi, la perte de revenus, pour être capable de payer ses factures. Et aussi la préoccupation sociale, donc tout ce qui est est-ce qu'on va retourner à la normale dans la société, est-ce qu'on va être capable de revivre des situations, des festivals, tout ça. Et on a pu voir en fait qu'au Québec, les préoccupations qui étaient de santé pour les proches étaient celles qui étaient le plus élevées pour les Québécois. Et donc la peur qu'un proche tombe malade. Exactement. Donc, qu'il vive avec soi ou qu'il soit à l'extérieur de la maison. Mais on voyait aussi que cette préoccupation-là était prédicteur, en fait, de la poursuite des comportements de santé dans la population. Donc, on voyait que si les personnes avaient cette préoccupation-là pour les autres, mais ils allaient plus suivre les consignes sanitaires. Donc. Mais ce n'est pas contradictoire avec le chiffre de tout à l'heure. Alors que les Québécois étaient moins peut-être aptes à suivre les mesures sanitaires que dans les autres provinces, mais à la fois, si on est très inquiet, que si c'est notre première préoccupation, c'est que quelqu'un l'attrape et qu'on suit les mesures, donc comment on lit ou on décrypte ces... C'est une bonne question. Une chose qu'on sait, c'est que c'est pas tout le monde qui est motivé par les mêmes choses. Alors, on n'est pas tous préoccupés par les mêmes choses parce que la maladie ne nous touche pas également. Alors, c'est là où on voit différents types de préoccupations. Et bien qu'une préoccupation peut être élevée, comme les préoccupations en lien avec la santé des proches, ça ne va pas dire que cette préoccupation-là va être celui qui prédit le comportement. Ça a l'air un peu contradictoire, mais c'est un peu nuancé. Alors, on a pu démontrer, justement, comme Vincent disait, que bien que les préoccupations en lien avec la santé sont très élevées chez des Québécois, mais c'est aussi celui-là qui prédisait leur adhésion à des consignes sanitaires. Et j'aimerais ça prendre juste 2 secondes pour remercier des Québécois pour tous leurs sacrifices. On sait très bien que ça n'a pas été facile et ce n'est pas facile. J'ai entendu des nouvelles aujourd'hui et ce n'est pas des bonnes nouvelles pour Noël. Mais tout ça pour dire, dans l'ensemble, l'adhésion des Québécois, ça a toujours été très élevé. Autour de 80 des Québécois ont toujours bien respecté des consignes sanitaires. Les gens qui ne respectent pas, malgré ce qu'on voit dans les médias, ça reste que c'est une minorité des gens. La seule chose qu'on observe chez des Québécois où on a un peu plus de difficulté à maintenir l'adhésion, c'est pour l'éviter des rassemblements sociaux. Alors, c'est peut-être pas surprenant avec des choses qu'on voit, mais cet aspect social, je pense que ça nous tient à cœur. C'est le plus gros sacrifice qu'on demande aux Québécois à faire. Donc, on peut avoir à la fois des craintes élevées pour nos proches, mais à la fois avoir un comportement qui fait que le besoin de se rassembler est tellement fort. Exactement. D'accord. Alors ça, c'est super intéressant. Ça nous aide à comprendre bien des choses. Je ne sais pas qui des deux va vouloir répondre à la prochaine question, mais on a beaucoup parlé de santé mentale. Si on parle de santé physique maintenant, parce qu'on a entendu les listes d'attente, par exemple, pour ce qui est des autres maladies, quel effet ça a eu sur la prise en charge de la santé, de leur propre prise en charge de la santé, sachant qu'il y a des files d'attente, peut-être des chirurgies annulées, bon, etc., etc.? Ce qu'on a pu observer chez les patients atteints de maladies chroniques, que ce soit pulmonaire, cardiaque ou qui vivent avec un cancer, c'est qu'ils vont vivre plus d'anxiété. Donc, au niveau mental, ils vont vivre plus d'anxiété, plus de stress, ils vont se sentir plus isolés. Et on va voir aussi qu'ils vont avoir des comportements de santé plus à risque, donc ils vont faire moins d'activité physique, ils vont boire plus d'alcool. Et ça, on sait que les personnes atteintes de maladies chroniques, des comportements de santé, c'est vraiment important qu'ils les respectent pour leur santé, mais aussi pour les risques de comorbidité et de problématiques en lien avec leur maladie. Et on a aussi vu que les personnes atteintes de maladies chroniques avaient il y était un quart des personnes qui ne sont pas allées ou qui ont annulé un rendez-vous chez le médecin. Parce qu'ils savaient que ça allait être plus compliqué. Il y avait des craintes reliées à la maladie aussi, puisqu'ils ne savaient pas trop les complications en lien avec la COVID et leur maladie. Et c'était des rendez-vous comme ça que, logiquement, c'est des suivis qui sont importants à faire pour Donc, ça a eu un effet
direct sur leur santé, là, pas juste psychologiquement un effet de... Il y a carrément eu un effet sur leur santé. Ouais. Donc, avant de passer à la dernière question, comment tout ça peut nous aider à mieux gérer la crise, est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez ajouter sur des données que vous avez récoltées parmi ces données riches ou... Bien, je pense qu'une chose que j'ajouterais peut-être, parce qu'une chose que, en fait, deux choses, un résultat un peu inquiétant, honnêtement, puis un autre plutôt intéressant. Un, c'est le fait qu'on avait demandé aux gens, si vous avez la COVID ou vous pensez l'avoir, est-ce que vous restez chez vous? Est-ce que vous vous isolez de façon volontaire? Et on a pu observer dans notre étude à travers du Canada, 12 des gens qui ont la COVID ne s'isolent pas. Et il ne s'isole pas la plupart du temps. Ça veut dire que plus qu'une personne contagieuse, malade avec la COVID, vont se promener dans la communauté, qui peut expliquer pourquoi on observe maintenant, surtout dans le contexte que c'est l'automne, c'est plus froid, on se retrouve plus à l'intérieur, plus de cas de contamination. Exactement. Alors, ça, c'est une chose. L'autre chose qui est plutôt un fait intéressant, ça nous rappelle de l'importance de la modélisation de nos chefs gouvernementaux. On a observé, on a évalué l'adhésion à la porte de masque en sortant de la maison avant et après le 12 mai. Pourquoi le 12 mai? Parce que le 12 mai, c'est la première journée où notre premier ministre François Legault a commencé à porter le masque lors de ses conférences de presse. Parce qu'avant le 12 mai, le taux d'adhésion chez les Québécois, c'était 5 comparativement à 20 des Canadiens. C'est parce qu'on avait de l'information contradictoire à ce moment-là. C'était pas clair. Oui. Mais c'est devenu clair le 12 mai lorsqu'il a porté clair, le masque. Et on a non seulement rattrapé le Canada, mais on les a dépassés. Après le 12 mai, 50 et dans le mois qui suivait, 50 des Québécois portaient des masques. Alors, c'est sûr que François Legault, à ce moment-là, tout le monde buvait ses paroles. On avait extrêmement confiance. Je ne dis pas qu'on a pu ça, là, mais on était vraiment dans un pic de confiance. Oui. Et on se sentait vraiment entre bonnes mains. Donc, il y a l'adhésion au masque, mais il y a l'adhésion aussi beaucoup à la personne, probablement. Et je pense que ça soulève l'importance non seulement de qu'est-ce que nos chefs font, mais qu'est-ce qu'ils ne font pas aussi, parce qu'on va suivre des deux côtés. Absolument. C'est très important qu'est-ce qu'ils font. Puis, exactement. Alors, je vais poser la question à tous les deux. Peut-être que vous avez une réponse différente à la même question ou complémentaire, je pourrais dire. Alors, comment ce que vous avez fait peut nous aider à gérer la crise? Est-ce que je le prends? Oui, vas-y. C'est parfait. Bien, écoute, je pense que la première chose, c'est que une de nos focus, c'était vraiment de comprendre les besoins des gens, qu'est-ce qui leur motive, parce qu'on sait très bien que c'est, comme j'avais mentionné tantôt, c'est pas les mêmes choses qui motivent tout le monde. Alors, je pense que le message principal qu'on a entendu, c'est, écoutez, respectez les consignes sanitaires pour protéger les vieux, les personnes gens plus à risque. Exactement. Oui. Mais il faut en tenir compte que c'est pas juste la santé qui préoccupe les gens. Leur vie sociale, l'emploi, être capable d'aller à l'université, c'est important pour les jeunes. Oui. Et on a vu aussi que c'est plus les jeunes qui sont atteints par les difficultés en lien avec la santé mentale, les difficultés d'emploi. Oui, alors, absolument. je pense qu'une chose que ça peut nous aider, c'est que l'étude iCare, c'est l'étude des Québécois, c'est l'étude du monde, parce qu'on voulait vraiment recenser qu'est-ce que vous avez de besoin, comment vous percevez des consignes, sont quoi les impacts sur vous, justement pour pouvoir partager ces informations-là avec les gouvernements à travers du monde pour mieux informer les politiques, les services que les gens vont avoir besoin. Alors, donc, vos informations ont été partagées au gouvernement du Québec? Oui. Et Canada. Et Canada. Et donc, elles sont utilisées dans les comités de crise pour voir sur quoi on met l'accent, à quel moment on peut quoi... Bien, franchement, je travaille plus étroitement avec le Canada, mais ça me fait grand plaisir de travailler plus étroitement. Je travaille avec la Ville de Montréal et je travaille avec le Canada. Là, j'entends une invitation. Là. J'entends toc, 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 ça cogne chez M. Legault. Parfait, il y a de l'information. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, honnêtement. Non, sincèrement. Oui, parce que c'est tellement éclairant. C'est vraiment, vraiment éclairant. C'est ça. Alors, Dr. Kim Lavoie, Vincent Gosselin-Boucher, merci beaucoup pour ces données riches, nous avoir expliqué. Tout d'un coup, j'ai l'impression qu'on comprend juste un petit peu plus les montagnes russes avec lesquelles il ne faut pas lâcher. Hein? Absolument. On est presque rendu là. On ne pourra jamais le dire assez. Merci beaucoup à vous deux. Merci.
Alors, parmi les nombreuses autres expertises que celles dont on a parlé ce soir au CIUS du Nord de l'île de Montréal, il y a la recherche sur le trouble du spectre de l'autisme, très important. Et à ce sujet-là, pendant cette crise-là, il ne faut pas oublier ceux et celles qui sont moins visibles, comme les personnes autistes, justement, le son. Alors, comment est-ce qu'on peut garder le contact dans une période comme celle qu'on vit présentement? La réponse est notamment dans cette vidéo qui traite d'une innovation sociale qui permet de rejoindre ces personnes-là, mais autrement. Notre mission est d'outiller les adolescents et les adultes autistes sans déficience. Une partie de nos services est de la préparation à l'emploi et on a aussi un volet qui est la socialisation. C'est principalement pour nous trouver une job puis pour qu'on puisse la garder. Mais aussi, on va un petit peu dans le domaine de l'amour. On parle beaucoup d'intelligence émotionnelle. Quand la pandémie est arrivée, on a été, comme tout le monde, un peu bouleversés, frappés. On était quand même craintifs de leur réaction. Après quelques appels, c'est devenu quand même assez évident que tout le monde s'en sortait relativement bien, que le confinement, être chez eux, c'est quand même quelque chose qu'eux préfèrent. Ils s'obligent à être en société. Par contre, avec le temps, ce qu'on a pu voir avec nos participants en ligne, c'est qu'il y avait un certain épuisement, qu'il y avait certains pour qui les échanges de groupe leur manquaient. Et au début, c'était assez difficile. Je suis quelqu'un qui s'ennuie puis qui déprime pas mal quand il sait pas trop quoi faire. J'aime ça quand je suis entouré de monde. J'aime vraiment ça, sortir de la maison. À ce moment-là, on a opté pour une approche hybride. Donc, on a une partie de nos ateliers qui se donnent dans nos locaux et on a aussi la recherche qui se fait avec Isabelle qui continue sur Zoom. Quand est arrivé le contexte de pandémie et de confinement, j'étais déjà en terrain avec l'organisme Autismopolis. J'y ai vraiment vu dans ce contexte-là des aspects positifs où on pouvait peut-être aller documenter en fait comment cette équipe d'intervention se sont adaptés à la nouvelle situation d'un côté et d'autre côté, comment les participants, les participantes vivaient avec ce nouveau climat social, surtout à la lumière de leur projet d'insertion en emploi. Ce que nous avons établi ensemble, c'est de faire une démarche de recherche de type accompagnement où les participants, les participantes sont invités à partager dans le cadre de groupes de discussion en ligne sur des thématiques que nous avons choisies ensemble et à l'aide de supports audiovisuels comme par exemple des photos, des enregistrements, des illustrations, des mèmes qui peuvent évoquer pour eux et pour elles une expérience ou une idée qu'ils veulent transmettre et qui servent de support à la discussion de groupe. Les recherches avec Isabelle ont permis de peut-être adresser des sujets qu'on n'aurait pas adressés autrement. Et puis, ça leur donne un endroit où ils peuvent échanger sécuritairement. C'est vraiment de leur offrir un espace pour qu'ils puissent prendre la parole et échanger entre eux à partir d'expériences qu'ils ont vécues, mais aussi de leurs attentes, peut-être des difficultés, des défis qu'ils ont pu rencontrer ou qu'ils rencontrent. Et tout ça dans un climat d'entraide, mais aussi ludique à partir de thématiques qui les intéressent et qui les amènent à repenser, à réfléchir sur leur façon de voir leur projet d'insertion en emploi ou de retour aux études selon les participants, les participants. Mon expérience qui a été positive avec Autismopolis et avec Isabelle, c'est d'être capable de devenir quelqu'un de sociable et de remarquer que je me retrouve pas à être tout seul et que j'ai beaucoup de personnes qui comptent sur moi et qui m'encouragent à devenir quelqu'un d'encore plus sociable et d'arrêter de m'enfermer sur moi-même. Alors, c'est sur cette belle initiative que la soirée COVID-19, la recherche contre-attaque, se termine. Donc, la démonstration ce soir qu'on voulait faire, en fait, avec les chercheurs et les médecins, c'est vraiment ça, c'est que la recherche, qui est souvent invisible à nos yeux, nous, dans la population, a des effets absolument directs sur comment, notamment, on est en train de vivre ce moment historique assez difficile. Alors, évidemment, vous êtes très sollicités en ce moment par les temps qui courent. C'est la période des fêtes. Mais la recherche, bien, ça se finance et c'est grâce à des gens comme vous qu'on peut arriver à changer la vie des gens qu'on a vus ce soir. Alors, on vous invite, si vous le pouvez, bien entendu, à donner généreusement par le biais du site de la Fondation de l'Hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Donc, l'adresse, c'est fondation.hscm.org.
Mon nom est Pénélope McQuaid, je suis la porte-parole de la Fondation. C'est un immense plaisir pour moi d'animer cette soirée. Au revoir et portez-vous bien, restez en santé.